19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Le Niger ferme son espace aérien face à une menace d'intervention militaire au lendemain de l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO. L'organisation ouest-africaine annonce une réunion de ses dirigeants jeudi à Abuja pour un sommet extraordinaire sur le Niger. Attentat au Mali, 17 personnes ont trouvé la mort dans 2 attaques dans le centre du pays ce week-end. Conflit en Ukraine, la Russie assure avoir avancé en 3 jours de 3 km vers Kupiansk dans le nord-est. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, l'ultimatum de la CEDEAO a expiré et face à une menace d'intervention militaire, le Niger annonce la fermeture de son espace aérien et ce jusqu'à nouvel ordre. Les partis au pouvoir après le coup d'État opéré dans le pays et qui a renversé le président Mohamed Bazoum mettent en garde les pays désirant opérer une intervention militaire que toute tentative de violation de l'espace aérien nigérien entraînera une riposte énergique et instantanée. Face à la menace d'intervention qui se précise à travers la préparation à partir d'un pays voisin, l'espace aérien nigérien est fermé à compter de ce jour, dimanche 6 août 2023, pour tous les aéronefs jusqu'à nouvel ordre. Toute tentative de violation de l'espace aérien national fera l'objet d'une riposte énergique et instantanée. Et pour le porte-parole du CNSP, une intervention militaire serait en préparation. Il a notamment mis en garde contre toute ingérence étrangère qui aurait de lourdes conséquences pour l'ensemble de la sous-région. Des informations concordantes actuellement en sa possession indiquent que des forces d'une puissance étrangère s'apprêtent à agresser le Niger et son peuple, en coordination avec la CEDEAO et des groupes armés terroristes. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie met en garde la CEDEAO à la solde de cette puissance étrangère contre toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger, ainsi que les conséquences désastreuses de cette aventure militaire sur la sécurité de notre sous-région, sa stabilité et l'unité de notre communauté. Et dénonçant une guerre par procuration au Niger, le CNSP met en garde tout État participant à cette éventuelle action militaire qui serait dans ce cas considéré comme belligérant. Malgré la désapprobation des populations nigériennes et celle de la CEDEAO d'une quelconque intervention militaire au Niger, la planification de cette guerre a été effectuée. Un prédéploiement des forces devant participer à cette guerre est entamé dans 2 pays de l'Afrique centrale. Le CNSP suit avec attention les préparatifs de cette guerre par procuration, pour laquelle le mandat de la CEDEAO était juste un quitus nécessaire. Le CNSP prend à témoin l'opinion nationale et internationale et affirme que tout État à partir duquel une action militaire est dirigée contre le Niger sera considéré comme co-belligérant. Dans ce contexte, l'organisation ouest-africaine, nous le disions en titre, annonce une réunion des dirigeants de la CEDEAO jeudi à Abuja pour un sommet extraordinaire sur le Niger. En attendant cette réunion, Bamako a annoncé ce lundi l'envoi à Niamey par le Mali et le Burkina Faso d'une délégation officielle conduite par le ministre malien Abdoulaye Maïga. Ces 2 pays membres de la CEDEAO ont averti il y a une semaine que toute intervention militaire contre le Niger serait considérée comme une déclaration de guerre contre eux. Et face aux répressions de l'Occident et de la CEDEAO, des milliers de partisans du coup d'État au Niger se sont rassemblés dimanche à Niamey avant la fin de l'ultimatum ouest-africain, une véritable démonstration de force, comme nous l'explique Mohamed Ali Ben Chaban. À quelques heures avant l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO, des partisans du Conseil militaire se sont rassemblés dans un stade de Niamey pour soutenir le coup d'État, même si la pression de la communauté internationale s'accentue pour rétablir le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Les militaires ne cèdent pas à la pression et gagnent de plus en plus le soutien du peuple face à ce qu'ils appellent le plan machiavélique de la CEDEAO et l'Occident.
L'intervention militaire ne fait pas l'unanimité. Les Nigériens s'opposent à toute ingérence dans les affaires internes du pays. Nous voulons la libération totale du Niger. On est là pour notre pays. On est fatigué. On est fatigué. On va être indépendant. Aujourd'hui, nous sommes sortis pour venir exprimer donc notre soutien indéfectible à la junte militaire, pour démontrer que nous sommes avec le CNSP. Le Niger en a tellement souffert. Le Niger a pris ses responsabilités. Vous avez remarqué, ce ne sont pas seulement les militaires qui ont pris le pouvoir, mais c'est le peuple qui a pris le pouvoir. La démocratie, c'est maintenant la démocratie. Pour le retour à l'ordre constitutionnel, des voix s'élèvent de toutes parts pour le renforcement de l'option politique et diplomatique au Niger, évitant ainsi un chaos. Un tout autre scénario pourrait provoquer un embrasement de la sous-région. Voilà donc en ce qui concerne l'actualité au Niger. Au Mali, cette fois-ci, 17 personnes, dont 5 chasseurs traditionnels d'Ozo, ont été tués ce week-end près de Bandiagara, dans le centre du pays, au cours de 2 attaques attribuées à des groupes terroristes. Samedi, une première attaque s'est déroulée dans la commune de Bodio, faisant 15 morts et 3 blessés, dont 3 chasseurs. La situation au Soudan ne s'améliore pas. Le pays est confronté à un risque d'épidémie en raison du conflit armé qui y sévit depuis des mois. Le système de santé du pays est sur le point de s'effondrer. La situation humanitaire est au plus mal. Depuis le début du mois d'août, plusieurs séries de fortes pluies se sont abattues sur la capitale Khartoum, marquant l'arrivée de la saison des pluies. Cette année, l'environnement humide et chaud en saison des pluies catalyse la reproduction des germes et des moustiques, entraînant ainsi la propagation de nombreuses maladies infectieuses à grande échelle. Pour des raisons de sécurité, les camions de ramassage d'ordures ne peuvent pas entrer dans de nombreuses zones et ne peuvent pas transporter les ordures dans la rue jusqu'au centre d'enfouissement. Après l'entrée dans la saison des pluies, des maladies infectieuses transportées par des moustiques conduiront à des catastrophes plus graves que des conflits. Nous avons perdu la chaîne d'approvisionnement des médicaments et c'est tout ce qu'on a en stock. Presque tous les médicaments à usage quotidien sont en pénurie. Les gens vivent dans un enfer. Si quelqu'un tombe malade, il est difficile de le soigner. La nourriture est presque en rupture de stock. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu ce lundi le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, Mohamed Hamel, qui effectue une visite de travail en Algérie. Les entretiens ont porté sur les préparatifs en cours du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum, qui se tiendra en Algérie en mars de l'année prochaine. Les deux parties ont souligné la nécessité d'intensifier la coordination et la coopération des pays exportateurs de gaz avec l'Algérie en tant que pays hôte et de réunir toutes les conditions pour la réussite de cette importante échéance internationale. En Libye, le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah s'est entretenu avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily. Les deux parties ont évoqué le dossier électoral ainsi que les derniers développements politiques dans le pays. Bathily a mis en avant sa récente tournée dans les différentes villes libyennes où il a eu à discuter avec les différents acteurs politiques de l'organisation d'élections avant la fin de l'année en cours. De son côté, Dbeibah a réaffirmé la volonté de son gouvernement à aller vers des élections justes. Toujours dans la région, le bilan du naufrage survenu ce week-end au large des côtes tunisiennes près de Sfars, épicentre de l'émigration clandestine vers l'Europe, a été revu à la hausse. 11 migrants, tous originaires d'Afrique subsaharienne, sont morts et 44 autres sont toujours portés disparus. Et la Somalie annonce ce lundi la neutralisation de 45 éléments du mouvement terroriste Al-Shabaab lors d'une opération militaire dans l'état de Hirshabelle, dans le centre du pays. Le gouvernement somalien mène une guerre depuis des années contre le mouvement terroriste Al-Shabaab qui a revendiqué plusieurs attentats à la bombe à l'intérieur du pays depuis son apparition en 2004.
C'était il y a 25 ans, l'Afrique de l'Est était frappée par la terreur. Le 7 août 1998, des camions piégés ont ciblé simultanément les ambassades américaines à Nairobi, au Kenya et à Dar es Salaam en Tanzanie. Des attaques revendiquées par une cellule locale affiliée au groupe terroriste Al-Qaïda. Bilan macabre, 224 morts et plus de 4000 blessés. Les survivants et les familles des victimes des attentats se sont rassemblés à Nairobi pour demander réparation aux autorités américaines à l'occasion du 25e anniversaire de l'attentat. Un triste souvenir qui refait surface pour les familles des victimes. Raphael Johnston Kadungu, Justus Njero Jobi, Tony Kihato Irungu. Les efforts déployés attirant l'attention du monde sur la grande injustice et la pratique discriminatoire du gouvernement des États-Unis qui n'a pas indemnisé que ses propres citoyens, ses employés et les tiers contractants touchés par l'attentat à la bombe. Cela n'a pas été facile, mais avec la grâce de Dieu, nous sommes ici depuis 25 ans. Nous n'avons pas été indemnisés, mais nous cherchons à l'être. L'argent ne peut pas compenser votre santé, ni vos blessures, mais il peut faciliter votre vie. C'est ce que nous recherchons. Direction le Proche-Orient, un adolescent palestinien âgé de 17 ans a succombé ce lundi à ses blessures subies il y a quelques jours sur l'entrée de la ville de Silwad, à l'est de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Ahmed El-Baïtaoui avait été touché à la poitrine et à l'abdomen par les balles réelles de l'entité sioniste. La Palestine où violence et provocation rythment le quotidien des habitants. Des dizaines de colons ont pris d'assaut une fois de plus ce matin les esplanades de la mosquée Al-Aqsa sous haute protection des forces de l'occupation sioniste pratiquant des rituels talmudiques. L'entité sioniste qui ne s'arrête pas là. 4 militaires syriens sont tombés en martyrs et 4 autres ont été blessés dans une agression aérienne des forces sionistes contre plusieurs points à la périphérie de Damas, selon l'agence de presse syrienne Sana, précisant que les forces aériennes de l'armée syrienne avaient intercepté les missiles sionistes et en avaient abattu plusieurs. L'agression sioniste a également fait des dégâts matériels. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, à Tokyo ce lundi où il s'entretient avec son homologue japonais Yoshimasa Hayashi. Abdollahian qui doit également échanger avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida, d'après la chaîne de télévision japonaise TBS. Dans l'actualité également, le conflit en Ukraine. La Russie assure avoir avancé en 3 jours de 3 km vers Kupiansk dans le nord-est ukrainien, une zone reprise en septembre dernier par les forces ukrainiennes et qui est confrontée à une offensive russe depuis plusieurs semaines. Au cours des 3 derniers jours, les soldats russes ont effectué une avancée dans cette direction d'une profondeur de plus de 3 km sur un tronçon de front long de 11 km. Toujours sur le terrain, la Russie affirme que ses forces ont touché davantage de cibles ukrainiennes et repoussé des attaques dans plusieurs directions, tandis que l'Ukraine déclare de son côté avoir lancé de multiples frappes aériennes et bombardements sur des positions russes, selon des informations officielles des 2 pays. Le ministère russe de la Défense a publié un rapport de bataille indiquant que l'armée russe avait utilisé des armes de haute précision pour mener une série de frappes par des lancements maritimes et aériens sur les bases de l'armée de l'air ukrainienne, atteignant leurs objectifs prédéfinis. La Russie, qui par ailleurs va procéder à l'évacuation d'un village situé à l'est du pays le 11 août prochain pour le lancement de la première mission lunaire du pays depuis près d'un demi-siècle. L'atterrisseur lunaire Luna 25 s'élancera du cosmodrome de Votochny à quelques 5550 km de Moscou. Les demandeurs d'asile se sont installés ce lundi à bord du Bibi Stockholm,
une barge à quai dans le sud-ouest de l'Angleterre, un projet très controversé depuis, devenu symbolique de la lutte contre l'immigration engagée par le gouvernement britannique. Cette immense barge de 93 mètres de long sur 27 de large, amarrée dans le port de Portland, est censée accueillir à terme jusqu'à 500 migrants. Direction l'Asie, Pékin qualifie de professionnel et de mesuré son opération menée au canon à eau ce week-end contre des navires philippins dans la mer contestée de Chine méridionale. La Chine qui a déclaré avoir pris les mesures nécessaires contre des bateaux philippins qu'elle accuse d'être entrés illégalement dans ses eaux. Et le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a fait part dans un message sur X, ex-Twitter, de son souhait ainsi que celui du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi de renforcer les relations Union européenne-Chine après un entretien téléphonique avec le ministre chinois des Affaires étrangères. La Chine où 14 personnes sont mortes ce week-end dans la ville chinoise de Shulan en raison des inondations causées par le typhon Doksuri, alors que les efforts de sauvetage des résidents touchés par les inondations se poursuivaient dans le nord du pays. Et du sport avant de clore cette édition avec un tour de l'actualité. La liste des nations qualifiées au quart de finale de la Coupe du Monde féminine s'étoffe à un mois de la Coupe du Monde de rugby. La Nouvelle-Zélande et l'Angleterre dévoilent leurs 15 et puis Paris 2024 connaît déjà son premier couac. Les détails avec Salah Faisal. Notre tournée sportive commence avec le football féminin et la Coupe du Monde 2023 co-organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. À Brisbane, l'Angleterre a dû faire preuve de générosité pour venir à bout d'une bonne sélection nigériane avant de se qualifier au quart. Les coéquipières de Murray Hibbs ont tremblé. Un carton rouge de Lauren James à la 87e minute. Et un 0-0 à l'issue de 120 minutes de jeu. Et c'est au tir au but que les championnes d'Europe arracheront le précieux billet pour le prochain tour. 4 tirs à 2. À Sydney, le pays hôte, l'Australie a battu le Danemark 2-0. Le rêve suit son cours pour l'Australie. À un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby, les sélections ont déjà commencé à dévoiler leur liste. C'est le cas de l'équipe néo-zélandaise. Le sélectionneur des All Blacks, Ian Foster, a opté pour la stabilité. 18 attaquants et 15 arrières. Sam Whitelock a été sélectionné pour sa 4e Coupe du Monde. Ce lundi, l'entraîneur de l'Angleterre, Steve Borthwick, a fait appel à 33 rugbymen, dont 19 attaquants et 14 arrières. Pour ce rendez-vous mondial qui se déroulera début septembre en France. Les millions de fans du 15 de la Rose s'attendent à un mondial différent des autres. C'est la dernière étape pour les JO de Paris de 2024, sauf que le premier test de la natation n'a pas été convaincant. La Fédération internationale aquatique a dû annuler dimanche la Coupe du monde de natation en eau libre afin de préserver la santé des athlètes. La qualité de l'eau du fleuve de la Seine a été en dessous des normes acceptables. La Fédération internationale a publié un communiqué où elle dit qu'elle est déçue. C'est un raté de taille pour Paris et la France, à moins d'un an des débuts des Jeux Olympiques Paris 2024. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. Très bonne soirée.